Alors, bonjour à tout le monde. Merci pour votre présence aujourd'hui donc à ce nouveau webinaire RH sur la thématique des modes de sourcing donc, pour recruter les candidats. Je remercie donc Frédéric Mugard, directeur du cabinet ACS à Troyes pour sa présence aujourd'hui à nos côtés. Comme d'habitude, donc, on enregistre ce webinaire pour vous permettre de pouvoir le visualiser en replay ou pour les personnes qui n'auraient pas pu y assister. Je vous remercie donc pendant la présentation de bien couper vos micros et vos caméras pour permettre une bonne qualité du son et de la bande passante. N'hésitez pas pendant la présentation, si vous avez des questions, à les poser via le chat. On y répondra au fur et à mesure avec Frédéric, il n'y a pas de souci. À la fin de toute façon de cette présentation, il y a toujours un temps d'échange. Là, comme on est très peu aujourd'hui, vous pourrez effectivement activer vos micros et vos caméras. Ça sera quand même plus convivial de pouvoir interagir et poser vos questions en direct à Frédéric. Voilà, Frédéric, je te laisse la main. Je vous souhaite une bonne présentation. Merci, Caroline. Bonjour à tous. Je m'appelle Frédéric Mugard, je représente un cabinet qui s'appelle Accompagnement Conseil et Stratégie, donc qui englobe deux structures juridiques, un cabinet de recrutement et une agence de travail temporaire. Alors, le cabinet a été créé pour faire un rappel de la structure rapide. Le cabinet a été créé en 96. Donc, on est un cabinet généraliste en conseil RH et en recrutement, dont intervient pour tout type d'entreprise, pour tout secteur. Aujourd'hui, le cabinet regroupe 12 collaborateurs qui sont répartis sur 4 sites, essentiellement en Champagne-Ardenne, donc à Troyes, Bar-sur-Aube, Romilly-sur-Seine et à Reims. Et on a un partenariat avec un réseau de cabinets indépendants qui s'appelle Transition et Territoire, qui regroupe des cabinets de notre taille, entre guillemets, et qui se mettent d'accord sur des démarches de fonctionnement en commun au niveau national. Ce qui nous fait 103 bureaux au niveau national pour pouvoir assurer différents types de prestations. Alors, pour faire rapide, notre métier à proprement parler qui correspond à notre nom, donc accompagnement, conseil et stratégie. En ce qui concerne l'accompagnement, donc on est centre de bilan compétences. On fait également un peu de coaching, cellules classement et démarches d'outplacement et démarches de cohésion d'équipe. Ça, c'est le premier pôle. Le deuxième pôle, et qui est le plus ancien au sein de notre cabinet, c'est le pôle recrutement, où on gère à peu près 130 missions de recrutement par an à l'échelon essentiellement régional, et puis quelques études de potentiel, donc qui sont des démarches de recrutement améliorées. Et sur la partie stratégie, donc on fait de l'accompagnement RH essentiellement auprès de TPE. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, donc on a également une agence de travail temporaire qui s'appelle ACS Intérim et on est parti très tôt sur une démarche de labellisation ISO 26000, d'accord. Donc, on est labellisé depuis l'année dernière, qui correspond à un titre et des actions à mettre en œuvre en matière de responsabilité sociale des entreprises. Alors, avant de parler de sourcing, il est intéressant de se poser quelques questions sur les habitudes, sur les modes de fonctionnement en matière de recrutement et de génération. Alors, on est tous habitués à parler de génération Y, génération Z. Enfin, ça devient même un terme qui est utilisé quotidiennement. Aujourd'hui, il est vrai que les habitudes des jeunes talents, ce qu'on va appeler les jeunes talents, donc ceux sur lesquels les entreprises et les cabinets ont tendance à porter leur attention toute particulière, changent de mode de fonctionnement. La digitalisation fait évoluer beaucoup leurs pratiques et ils sont également en attente. Ils sont en attente d'une attente différente que les candidats d'il y a 10, 15, 20 ans pouvaient prétendre. Alors aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une présence massive et silencieuse des jeunes sur les réseaux. Donc ça, je ne vous le cache pas. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont pris beaucoup d'importance, sachant que les jeunes générations sont baignées depuis leur plus jeune âge sur les réseaux, entre guillemets, classiques, grand public, que peuvent être Facebook, Twitter, Instagram et autres supports. Donc, il est tout naturel pour eux aujourd'hui de basculer dans leur recherche d'emploi sur les réseaux professionnels. C'est-à-dire que c'est un peu inné et aujourd'hui, ils auraient ce réflexe un peu naturel. Comme aujourd'hui, ils se tournent beaucoup plus sur des réseaux style Netflix que de regarder la télé traditionnelle. Donc, entre guillemets, il y a une habitude de fonctionnement qui serait beaucoup plus. Ça s'observe au jour le jour en matière de recrutement, puisque rien que pour la communication quotidienne avec ces candidats,
Le mail est mis de côté et aujourd'hui, ils communiquent beaucoup plus par le biais des réseaux et ils interagissent avec vous par le biais des réseaux plutôt que par le biais du mail. Donc, effectivement, la progression aussi par rapport au smartphone, hein, donc ça, on en est tous conscients. Donc, du coup, il faut adapter également la parution d'offres d'emploi ou la communication sur des supports smartphones. Donc, évidemment, être responsable design pour être en mesure que votre texte soit lisible sur l'outil smartphone. Et puis, ce qu'il faut voir également, c'est que les jeunes candidats aujourd'hui attendent une démarche de plus forte transparence, plus de simplicité dans la procédure. Les procédures trop lourdes, trop longues, les procédures avec plusieurs étapes successives sont de moins en moins privilégiées par les candidats. Les candidats ont vraiment tendance à chercher la facilité, la simplicité. Ça perturbe un petit peu les recruteurs un petit peu plus expérimentés parce qu'ils ne sont pas habitués à avoir des modes de fonctionnement, entre guillemets, non conventionnels. Par contre, c'est réellement, ils attendent de la rapidité, ils attendent une rapidité par rapport à la réponse, une rapidité également par rapport au traitement de la candidature, c'est-à-dire on les rencontre, etc. C'est quand même de plus en plus présent. Alors, je vous le disais, sur la partie réseaux sociaux, donc bien évidemment, une forte présence chez eux. Aujourd'hui, 87% des jeunes, entre guillemets, alors on peut inclure étudiants, jeunes diplômés, aujourd'hui sont présents sur un réseau social professionnel, hein, donc avec les deux plus connus que sont aujourd'hui LinkedIn, Viadeo. Bing un petit peu moins, mais LinkedIn, Viadeo fortement, avec une forte présence sur LinkedIn, puisque c'est réellement le réseau privilégié, notamment par rapport à la démarche de recherche d'emploi. La proportion reste stable en matière d'évolution depuis 2017, c'est-à-dire qu'on n'a pas plus de jeunes ou moins de jeunes qui intègrent les réseaux sociaux. C'est un pourcentage qui reste relativement stable d'année en année. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que la fréquence d'utilisation est de plus en plus forte. C'est-à-dire qu'auparavant, sur les réseaux, les jeunes intervenaient à hauteur d'une fois tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. Là, on est vraiment sur une forte fréquentation par rapport aux visites, puisque on considère que depuis 2016, entre guillemets, il y a une consultation par semaine, donc ce qui est voire de une minimum, donc il peut y avoir beaucoup plus de consultations par semaine pour 78% des jeunes. Donc ça veut dire que et ils sont sur les réseaux et ils sont actifs sur les réseaux. Peut-être qui est moins le cas de cadres confirmés ou de personnes qui sont plus détachés par rapport à l'utilisation des réseaux, qui, eux, des fois, sont plus à faire une présence tous les 15 jours ou une présence tous les mois pour simplement être en phénomène de veille. Bon. Et là, on s'aperçoit quand même qu'on a 40% des jeunes qui y vont carrément tous les jours. Donc, c'est quand même relativement important, notamment au vu de la population présente sur LinkedIn. Alors, je vous en parlais également sur la partie smartphone, donc qui est évidemment un outil indispensable. Hein, chaque adulte qui a un jeune à proximité de lui voit comment l'utilisation du smartphone rentre dans sa vie quotidienne. Aujourd'hui, clairement, c'est l'outil numéro 1 pour la recherche de stage, la recherche d'emploi ou tout autre type de recherche d'information. Donc aujourd'hui, le modèle type de la communication sur Internet doit vraiment être adapté par rapport à l'utilisation du smartphone. Alors, je pense notamment aux possibilités de pouvoir candidater en ligne ou aux possibilités de pouvoir lancer des vidéos ou au format simplement des messages qui peuvent être passés sur Internet. Il faut vraiment qu'ils puissent être en lien avec une visibilité correcte et concrète sur un smartphone. Ça, c'est un point qui est vraiment important. Clairement, aujourd'hui, un tiers des utilisateurs qui consultent les offres le font directement sur leur téléphone, ce qui est quand même relativement important. Alors, donc, je vous en parlais également, ils aspirent à de nouvelles façons de candidater. Aujourd'hui, le format traditionnel du CV, lettre de motivation, est de moins en moins vrai. Hein, vous en apercevez au jour le jour pour ceux qui gèrent des procédures de recrutement. Le CV reste encore, entre guillemets, un outil, je ne vais pas dire privilégié, mais encore d'usage. Par contre, la lettre de motivation devient de plus en plus difficile et à avoir et, entre guillemets, à produire de la part des jeunes. 48% des jeunes considèrent qu'un simple message beaucoup plus informel, beaucoup moins formalisé serait préférable par rapport à une lettre de motivation classique. Donc, on le retrouve également dans les postulations au jour le jour, hein, sur lesquelles la lettre de motivation devient plus dure à avoir, ou si on retrouve une lettre de motivation, elle est malheureusement de plus en plus standardisée. On sent qu'elle n'est pas personnalisée. Ça, c'est un élément qu'on observe également au jour le jour. 45% des jeunes veulent la facilité en matière de recrutement.
Ils veulent être en mesure, à un moment ou à un autre, de ne pas avoir à remplir de formulaire, en un clic de pouvoir postuler et d'être mis en lien tout de suite avec soit le besoin de l'entreprise, soit le service RH, entre guillemets, voire même, sur certains forums, on s'aperçoit que les jeunes veulent être mis directement en contact avec le recruteur pour pouvoir échanger du poste, poser des questions. Voilà, donc ça, c'est de plus en plus présent. On a des plateformes comme Choose Your Boss, etc., qui sont de plus en plus, qui montent en puissance et qui justement prônent cette relation, cette proximité, ce contact avec le recruteur en direct. Alors, de manière plus générale, en dehors de la partie jeune talent, évidemment, le recrutement est soumis à toutes les évolutions de l'entreprise. Elles sont multiples et variées. L'accélération des changements, les choses vont de plus en plus vite, les changements d'organisation sont de plus en plus fréquents, la mondialisation, donc ça, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais par contre, ça influe de plus en plus sur les process de recrutement. Les nouvelles formes d'organisation, alors les événements qu'on a pu connaître dernièrement ne vont pas aller contre cette idée, hein, c'est-à-dire on est aux prémices de changements d'organisation profonds. On l'était déjà avec une sorte de rapport au travail ou d'organisation du travail beaucoup plus basé sur le networking. Demain, on aura d'autres modes d'organisation qui vont apparaître. La digitalisation, voilà, qui est de plus en plus présente et qu'il faut prendre en considération dans la communication. L'aspect RSE, alors l'aspect RSE et l'aspect diversité, c'est un phénomène de société, mais c'est également quelque chose qui est très présent dans l'esprit des candidats. C'est vraiment un aspect différenciant et qui a de plus en plus de poids. On recherche aujourd'hui un poste, mais on recherche également une entreprise et un contexte dans lequel on puisse respecter certaines valeurs sociétales, sociales. Donc, les candidats font de plus en plus attention par rapport à ça. Bon, la guerre des talents, hein, pour tous ceux qui font du recrutement, évidemment, les talents se font sur les postes en tension, je dirais, se font de plus en plus rares et les entreprises sont des fois obligées de mener une guerre pour attirer les meilleurs talents vers eux, ce qui n'est pas forcément facile. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, les nouvelles aspirations des jeunes, hein, les jeunes générations aspirent à des méthodes de fonctionnement différentes qui automatiquement influent sur le processus du recrutement. Alors, évidemment, les impacts sont nombreux. Il y a un nouveau rapport de force avec les candidats. Hein, il faut clairement en être conscient aujourd'hui. Le mode de recrutement des années 80, sur lequel tout le pouvoir reposait sur le rôle du recruteur, a changé, a fortement évolué. Aujourd'hui, le mode simple du sourcing, en passant une annonce sur un support qu'on aimait bien parce qu'il était pratique, parce qu'il n'était pas cher, aujourd'hui, il faut remettre en cause un petit peu cette pratique parce que malheureusement, eh bien, le sourcing de candidats doit être ancré dans la procédure du recrutement pour attirer les meilleurs candidats. Il n'y a pas de choix que de faire du sourcing. Donc, je vous expliquerai ce qu'est le sourcing un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, il faut s'inscrire davantage dans une démarche communication-séduction. Il y a un point qui est très important sur ce côté-là, c'est-à-dire et les grandes entreprises, entre guillemets, sont vraiment en lien avec cette dynamique-là. Elle est aujourd'hui de pouvoir adapter un message, de pouvoir considérer le candidat un peu comme un consommateur et donc d'approprier sa communication, de l'adapter pour être en mesure de pouvoir le marquer et susciter sa candidature. La marque employeur, j'en parlerai tout à l'heure également, c'est un point qui est très important, l'e-réputation et tout ce qui peut être en lien avec. Et puis, je vous le disais également sur l'optimisation des délais de recrutement. Les délais de recrutement qui durent 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois sont de plus en plus mis de côté par les candidats. Les candidats, quand ils sont en recherche, ils sont généralement assez à l'affût. Donc, les meilleurs candidats ont plusieurs propositions en parallèle. Et les délais de recrutement ont plutôt tendance à être de plus en plus courts de la part des candidats, mais des fois plus longs de la part des entreprises. Donc, du coup, il y a une certaine contradiction par rapport à ça. Bon, après, les changements permanents, évidemment, les nouveaux profils s'adaptent en fonction des différents changements. Aujourd'hui, l'entreprise va rechercher davantage des différentes aptitudes pour s'adapter, comme l'esprit d'équipe, comme les capacités d'adaptation, les compétences digitales. Voilà, ce sont des compétences qui sont de plus en plus demandées dans les profils des entreprises. Donc, du coup, ça change automatiquement également le regard de l'entreprise par rapport à la recherche de son profil. On recherche également des profils au-delà des frontières, d'accord, en prenant en considération tous les aspects interculturels. Donc ça, c'est un point qui sera également très, très présent demain. La mondialisation, aujourd'hui, peut nous apporter des profils qui viennent de tous les types de pays. La recherche simplement locale et très, très locale
pour certains postes, devient ultra limitative et peut-être même bloquante sur certains recrutements. Voilà. Et puis, bon, le développement de la mobilité interne que certaines entreprises privilégient. Vous parlez également de la diversité et de l'égalité des chances. Donc, et c'est un point indispensable car demain, quand on se pose la question en matière de recrutement, on ne pourra pas être en mesure de pourvoir tous les postes au vu de leur technicité, au vu de leurs difficultés, uniquement qu'avec des candidats qui sont sur le marché de l'emploi. Il faudra demain être en mesure de pouvoir élargir de façon très, très large au niveau géographique, au niveau du profil. Il faudra avoir une démarche avec des critères qui seront peut-être revus à la baisse en matière d'exigence et automatiquement intégrer une notion de diversité pour avoir des profils qui soient de plus en plus diversifiés au sein de l'entreprise. Ça, ce sera un impératif sur les procédures de recrutement à gérer demain. C'est un point qui est de plus en plus présent et on s'aperçoit que les entreprises commencent à prendre en considération cette notion de diversité qui est en plus demandée par les candidats, ne serait-ce que pour le rapport au travail au quotidien. Les jeunes ont envie de travailler avec des gens qui sont souvent différents. Donc, les compositions de groupes de gens qui se ressemblent tous, souvent ne favorisent pas leur intégration au sein de l'entreprise. Alors, sur le sourcing, à proprement parler, donc vous comprenez bien qu'au vu de toutes les difficultés qui peut se poser sur le monde du recrutement, aujourd'hui, pour rechercher les candidats, les méthodes traditionnelles ont de moins en moins pignon sur rue. Il faut aujourd'hui réfléchir à une démarche de sourcing. Alors, un anglicisme, encore un autre, puisque dans les métiers RH, les anglicismes foisonnent de tous les côtés. Pour autant, le sourcing devient indispensable. Aujourd'hui, il faut avoir une vraie stratégie de recherche de candidats. Le simple « j'ai un besoin, je passe une annonce, je reçois des candidatures, je trie les candidatures et je prends le meilleur », malheureusement, c'est le schéma classique du recrutement, mais qui ne sera certainement plus bon dans peut-être certaines années, peut-être une décennie. Mais en l'occurrence, ce mode-là sera de plus en plus contesté au vu de la rareté qu'on peut avoir sur certains profils. Alors, automatiquement, le sourcing, donc, qui consiste à mettre en œuvre une vraie stratégie de recherche, en ayant, entre guillemets, une vraie logique de stratégie, inclut automatiquement l'utilisation de plusieurs canaux de recrutement. Donc, diversifier les canaux de recrutement, c'est le premier conseil qu'on peut donner en matière de sourcing. D'accord ? Toujours, évidemment, en prenant en considération les budgets, puisque, évidemment, il y a des supports qui coûtent plus ou moins cher, et l'urgence du recrutement. Le but, c'est évidemment de trouver et d'essayer de répondre à sa demande en ayant un budget maîtrisé. Alors, un petit point théorique, mais c'est pour illustrer comment on peut classifier, entre guillemets, les différents moyens de sourcing. Si on fait un axe dans notre direction, on voit un axe sur les ordonnées, donc avec la facilité de trouver le profil ou pas. Est-ce que le profil est rare ou est-ce que le profil est plus facile à trouver? Et d'un autre côté, travailler sur la partie de l'attractivité du poste et de l'entreprise. Donc, vous voyez, si on fait un axe qui prend en considération ces deux dimensions-là, on s'aperçoit, on peut définir 4 possibilités stratégiques, entre guillemets, 4 modes d'approche. Alors certes, c'est très théorique et très illustré, bien évidemment, mais c'est le principe de pouvoir être en mesure de mieux identifier les différents moyens de sourcing. On s'aperçoit et on pourrait appeler une stratégie du tigre pour des profils qui sont très rares et pour des postes qui ne sont pas très attractifs. Donc, c'est-à-dire que la stratégie se doit, comme le tigre, un peu plus agressive. Donc, elle doit être en mesure d'être beaucoup plus offensive. Par contre, pour des postes qui, à un moment ou un autre, peuvent avoir une certaine attractivité, mais pour des postes sur lesquels on a peu de candidats ou sur lesquels les candidats sont difficiles à trouver, c'est les postes en lien avec la maintenance, les postes en lien avec l'informatique, enfin, tous ces postes-là. On a plutôt une stratégie de l'araignée, donc qui est plutôt tisser une toile pour être en mesure de pouvoir communiquer très intensément sur l'entreprise, sur l'intérêt du poste, sur les valeurs sociétales de l'entreprise, etc., pour pouvoir attirer les meilleurs profils. Bien évidemment, la stratégie de l'araignée, souvent, a un intérêt qui est de capter de façon très large en fonction des moyens qu'on peut utiliser. Par contre, elle prend plus de temps par rapport aux autres moyens. Après, à l'inverse, donc sur des profils sur lesquels les profils sont plus faciles à trouver, mais l'attractivité du poste est moindre, là, on s'inscrit réellement dans une stratégie de séduction. Donc, le profil, il est vraiment d'attirer les candidats globaux en les séduisant par rapport aux critères de l'entreprise, tout en incluant toujours la démarche de sélection des candidats dans cette démarche de séduction, qui est très importante.
Et puis, la partie, effectivement, sur laquelle les candidats sont faciles à trouver et sur laquelle l'attractivité du poste et de l'entreprise est plutôt bonne. Donc là, on est sur la stratégie classique dont je vous parlais tout à l'heure, qui est je passe une annonce, je trie les différents candidats, voilà, et qui sera malheureusement celle qui aura le moins pignon sur rue dans les années à venir. Alors, pour illustrer un petit peu et pour vous montrer comment on peut mettre en lien les outils de sourcing en fonction des différentes stratégies qu'on veut mener, vous voyez par exemple les stratégies plus agressives. Donc là, on retrouve les solutions des réseaux sociaux. Alors, je vous parlerai tout à l'heure de la partie réseau et en quoi on peut considérer que c'est une certaine notion plus agressive. Je dirais pas forcément agressive, mais du moins plus active. C'est-à-dire que c'est pas uniquement on passe une annonce et on attend les candidats. C'est là où on doit avoir un rôle beaucoup plus présent. Les stratégies d'araignée sur lesquelles on tisse sa toile pour récupérer les différents profils. Donc là, on peut intégrer des processus type de cooptation, d'accord, hein, qui permettent, entre guillemets, de travailler beaucoup plus sur la durée, mais de draider, entre guillemets, assez large. Sur la partie séduction, donc vous voyez, on va privilégier évidemment tous les modes de communication classiques, divers et variés, les chats, les blogs, les forums, tout ce qui est partenariat école, tout ça, c'est en lien avec la stratégie de séduction. Et puis, je vous parlais tout à l'heure de la stratégie classique sur laquelle on est davantage sur les annonces, entre guillemets, simili-traditionnelles. Voilà. Donc voilà, c'est pour repérer un petit peu et pour voir, en fonction de la stratégie qu'on a envie d'opérer et en fonction de la rareté des profils et de l'attractivité du poste, on peut adapter les moyens de sourcing. Alors, il est tout à fait possible, dans une entreprise, d'avoir plusieurs modes d'approche hein, en fonction des différents profils. C'est tout à fait possible. C'est de plus en plus pratiqué aujourd'hui par les services RH. Et en l'occurrence, ça me semble être un moyen très judicieux pour avoir une réelle stratégie de sourcing, même si les moyens correspondent à des stratégies différentes en fonction des postes. Alors, dans la réalité, hein, c'est une étude de l'APEC hein, qui date de 2016, hein, qui est 2017, du moins qui a été faite en 2017, mais qui a encore, donc c'est à 3 ans, elle est encore en lien avec la réalité. Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'offre d'emploi reste quand même assez présente. Hein. Bon, elle est quand même à 50% aujourd'hui du marché du recrutement. Par contre, on s'aperçoit que ce qu'on va appeler le marché caché a de plus en plus d'importance sur la source du candidat qu'on va recruter en finale. Le réseau, qui est presque à 20%, hein, on peut dire, le réseau du recruteur, qui est quand même très important. Évidemment, les candidatures spontanées. Donc là, la stratégie de l'araignée qu'on a pu voir tout à l'heure va favoriser la production de candidatures spontanées. Donc, tout le mécanisme de cooptation des sites Internet, la chasse de tête, hein, l'approche directe des candidats, souvent faite auprès des cabinets, le regard sur les CV Tech et puis le vivier de candidatures qu'on peut en voir en interne. Alors, ce qui est important à prendre en considération dans ce graphique, qui, je vous l'accorde, entre 2 années ne bouge pas énormément, donc ça montre qu'il y a une certaine stabilité, c'est qu'aujourd'hui, 50% des besoins de recrutement sont soldés hors offre d'emploi. Donc, on peut dire que l'offre d'emploi fonctionne encore aujourd'hui. Maintenant, pour refaire une présentation dans 3 ou 4 ans, je pense que le critère des offres d'emploi aura profondément baissé dans les années à venir pour justement mettre en avant les réseaux sociaux et le réseau du recruteur. Alors, pour faire un bref rappel sur le réseau social, les réseaux sociaux professionnels, donc tout le monde connaît les réseaux sociaux grand public, certains d'entre vous connaissent les réseaux sociaux professionnels, peut-être même vous les pratiquez intensément. Il est vrai qu'on a plusieurs possibilités d'approche des candidats sur ces réseaux. Ils vont nous permettre soit vraiment de communiquer sur un poste à pourvoir, donc de faire une annonce classique, traditionnelle, comme vous pouvez le faire sur les médias auparavant. On a également possibilité de se créer un vivier de candidats. Donc, il est possible de faire la stratégie de l'araignée hein, sur les réseaux sociaux et de se mettre en veille. Comme il est également possible de faire une stratégie de séduction et de communiquer sur son entreprise, sur sa marque employeur pour pouvoir attirer les profils. Là, bien évidemment, et souvent, l'importance de la réactivité du recrutement nous oblige à passer une annonce pour avoir des profils parce que il faut être dans le temps. C'est sûr que créer un vivier de candidats ou communiquer sur son image, ça prend beaucoup plus de temps. Par contre, les effets sur le moyen terme sont beaucoup plus efficaces, on va dire, que la simple action de recrutement à un instant. Alors, évidemment, il y a plusieurs moyens. Je passe très rapidement par rapport aux différents moyens, mais les réseaux sociaux permettent de diffuser des annonces, de créer des pages entreprises carrières, de créer des profils également personnels, des recruteurs, hein, qui permet aussi d'attirer les candidats, de mettre des recherches de profils divers et variés, de créer des forums de discussion. Tout ça, ce sont des moyens que proposent les différents réseaux sociaux professionnels. Alors, évidemment,
le panel des réseaux est large et de plus en plus large. Hein. Aujourd'hui, les plateformes des réseaux sont aussi variées que les publics et que les attentes des différents types de publics. Hein. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, les deux plus connus sont LinkedIn, Viadeo sur le monde de l'emploi. Maintenant, on s'aperçoit que des réseaux commencent à pointer le bout du nez et commencent à s'inscrire dans une stratégie de recrutement. Instagram commence à être un petit peu présent sur le marché du recrutement. Facebook également. Google, ça fait longtemps, mais bon, on ne peut pas le considérer également comme une plateforme. C'est une plateforme adaptée. Enfin, on a d'autres supports qui vont s'axer sur la partie du recrutement, sachant qu'effectivement, la partie du recrutement, pour toucher les entreprises, toutes ces plateformes ont bien compris comme quoi il y avait beaucoup, beaucoup d'argent à se faire dans les années à venir. Alors, le duel entre LinkedIn et Viadeo. Alors, petite actualité, Viadeo vient de se faire racheter cette année, enfin ce mois-ci. Viadeo était auparavant racheté à Figaro Classified, hein, c'était le groupe Figaro qui était propriétaire de Viadeo, et ils viennent de le revendre au Journal du Net. Donc, c'est le Journal du Net qui est propriétaire de Viadeo, je crois, depuis le mois de juin. En tous les cas, c'est assez récent. Alors, il y a quand même un match entre les deux. Alors, je sais que ceux qui sont habitués aux deux réseaux vont me dire Viadeo est quasiment mort, mais pour autant, il n'est pas si mort que ça. Il y a encore pas mal de profils et on voit que les publics sont assez différents en fonction des différents profils. Déjà, par rapport au choix à proprement parler, hein, c'est-à-dire le candidat, quel type de plateforme il préfère par rapport à une autre, le candidat a tendance à préférer la plateforme Viadeo. Alors, pas dans les faits, parce qu'en l'occurrence, il y a beaucoup plus de candidats sur LinkedIn que sur Viadeo. Par contre, dans les enquêtes d'opinion et les enquêtes clients, pas forcément dirigées par Viadeo, mais des fois par des organismes neutres, dans ces enquêtes d'opinion, on s'aperçoit que Viadeo a plus de fonctionnalités et attire beaucoup plus que LinkedIn, qui est peut-être un petit peu plus informel, qui est un peu plus, qui est peut-être plus efficace, mais par contre qui est un petit peu moins sympa à fonctionner au jour le jour. Viadeo, pour certains profils, est privilégié par les candidats. Au niveau des recruteurs, il y a un certain équilibre des deux. J'avoue que LinkedIn commence à prendre le pas largement par rapport à Viadeo, mais on s'aperçoit que les catégories de candidats ne sont pas les mêmes en fonction des deux réseaux. Sur la partie LinkedIn, on a peut-être une population qui est beaucoup plus d'encadrement et d'encadrement tertiaire, voire un petit peu technique, mais plutôt d'encadrement tertiaire. Sur la partie Viadeo, on a plus des cadres, des middle cadres, et voire des profils beaucoup plus d'opérateurs d'ouvriers. Donc, la population n'est pas la même par rapport aux deux. On peut dire que même la population Viadeo est un petit peu le réflexe du profil type Facebook qui bascule sur les réseaux sociaux professionnels. Alors, bien évidemment, la force de frappe n'est pas du tout la même hein, entre LinkedIn et Viadeo. LinkedIn a une force de frappe beaucoup plus importante que Viadeo, ne serait-ce que par rapport aux profils qui sont indiqués. Mais LinkedIn a peut-être également une approche qui est beaucoup moins locale. Hein. Donc, pour nous qui sommes en province, par exemple, pour rechercher des profils style technicien de maintenance ou autre, c'est peut-être un réseau qui est peut-être moins efficace que peut l'être Viadeo. Alors, la marque employeur. Donc, aujourd'hui, le candidat, en dehors de l'intérêt par rapport au poste, a envie de vivre une expérience. On a tous envie de vivre des expériences. Maintenant, on est dans une démarche sur laquelle on vit des expériences pour tout. Même quand on va au cinéma, on veut vivre une expérience. Voilà. Et le monde du recrutement ne fait pas exception à la règle. Donc, les candidats aujourd'hui vont s'attacher beaucoup plus qu'à un poste, ils vont s'attacher à un contenu général, à l'entreprise, à sa vision, à sa politique, à sa stratégie. Ils vont s'intéresser à pas mal de choses. Aujourd'hui, donc, la réputation des entreprises est un élément essentiel. Un mauvais commentaire sur Google peut mettre à plat une stratégie de recrutement. Ça, c'est clair. Mais on s'aperçoit que les entreprises, assez peu, entre guillemets, alors les grosses entreprises ont compris et souvent l'ont fait, mais les entreprises moyennes et petites n'ont pas forcément une stratégie de marque employeur. Et il est important pour autant d'y réfléchir. Alors, pour synthétiser, entre guillemets, par rapport à ça, et parce que je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de la marque employeur, et clairement, il y a des communicants qui sont plus adaptés que moi pour parler sur ce sujet, mais la marque employeur, entre guillemets, c'est la réputation d'entreprise. La réputation d'entreprise sur les réseaux et sur tous les moyens digitaux et autres. Donc, faire attention à sa réputation. Aujourd'hui, vous avez un ensemble d'outils qui permettent de… Hein, donc
Anderson disait comme quoi votre marque n'est pas ce que vous en dites, mais ce que Google en dit. C'est vrai. Aujourd'hui, vous avez, entre guillemets, des candidats qui sont de plus en plus à l'affût de types d'informations, et on s'aperçoit que plus ces candidats sont experts, plus ils ont tendance à s'intéresser aux informations propres à l'entreprise. Il n'est pas rare aujourd'hui, quand vous recrutez un responsable comptable, un contrôleur de gestion ou tout ce type de profil qu'on peut qualifier comme expert, il n'est pas rare que ce sont des gens qui ont été voir les comptes de l'entreprise, qui sont assurés de la stratégie, de la gouvernance, etc., etc. Donc ça, c'est de plus en plus présent. Mais même les profils débutants ont aujourd'hui un intérêt particulier à regarder la réputation de l'entreprise. Alors, je sais que certains recruteurs vont reprocher aux candidats de ne pas prendre suffisamment d'informations par rapport au poste et par rapport à l'entreprise. C'est vrai, et ça, je vous l'accorde. Par contre, regardez la réputation de l'entreprise. Une simple recherche Google permet d'avoir des avis et des fois, les candidats juniors peuvent se baser simplement sur les avis Google qui ont pu être déposés par l'entreprise. C'est une façon de s'assurer de sa réputation. Alors, la marque employeur, évidemment, doit être différenciante, elle doit être adaptable, attractive. C'est le but à un moment ou à un autre, c'est d'avoir une réputation qui est en mesure de pouvoir séduire les candidats, crédible. L'entreprise idéale n'existe pas, donc elle doit se baser sur des informations qui sont plutôt des informations factuelles, séduisantes mais factuelles, et elle doit être aussi pérenne et partagée. Alors ça, c'est un point qui est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on essaye de communiquer sur une marque employeur, il faut considérer tout de suite que c'est du temps. C'est-à-dire que se dire qu'à un moment ou un autre, on passe un commentaire positif sur Google et que ce commentaire positif, il va rester sur 3 mois et ça va nous permettre, entre guillemets, d'asseoir notre marque employeur, c'est terminé. Aujourd'hui, la marque employeur, elle se construit au jour le jour. Donc, il faut qu'elle soit pérenne. C'est-à-dire que s'inscrire dans une démarche de marque employeur oblige le recruteur ou celui qui charge de la communication externe, il s'oblige à y passer du temps. Ce n'est pas uniquement un site Internet, une belle vitrine qu'on va mettre en place sur les réseaux, sur Internet et on va attendre que tout vienne à nous. Non. C'est des informations qui sont partagées, des projets qui sont menés et des choses qui s'inscrivent réellement dans la durée. Alors, quelques outils, je vous ai mis quelques outils sur lesquels vous pouvez aller pour pouvoir vous assurer de l'e-réputation de votre entreprise. Donc, ce sont des outils qui sont fortement privilégiés. Autant les recruteurs vont sur les réseaux sociaux pour certains recruteurs, ils vont pour s'assurer du profil du candidat et peut-être mener une petite démarche d'enquête, entre guillemets, mais les candidats le font également auprès des recruteurs de plus en plus et ils utilisent ces différents moyens pour être en mesure de récupérer les informations qui les intéressent. Voilà. Donc, vous avez quelques supports. Je vous encourage à y aller pour regarder si votre entreprise est à un moment ou à un autre bien notée, bien cotée. Alors, à faire attention, parce qu'il n'y a pas uniquement que les candidats qui évaluent les entreprises, il y a également les salariés. Donc, du coup, il y a des fois certains salariés avec lesquels on est en litige ou avec lesquels on est en autre type de démarche et qui, des fois, ont tendance à mettre des commentaires négatifs. Mais tout ça, malheureusement, ça a de l'impact par rapport aux procédures de recrutement. Donc voilà, donc ça, c'est ce qui pouvait concerner la partie marque employeur. Après, l'annonce, la classique annonce, aujourd'hui, doit se mettre au goût du modernisme. Donc, l'annonce, j'aurais tendance à dire, Pôle emploi, APEC traditionnelle, aujourd'hui, il faut la changer. À l'heure du web, il faut avoir cette logique de se dire, de moderniser. Le schéma classique d'annonce, la présentation de l'entreprise, le poste, la mission, le profil recherché, reste quand même, à un moment ou à un autre, une base. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir être en mesure de pouvoir communiquer et sur l'entreprise, sur le poste, sur la mission et sur le profil. Je dirais le classique qu'on a pu apprendre pour faire et mettre en place une annonce, il faut être en mesure de pouvoir aujourd'hui le respecter parce que ça reste, à un moment ou à un autre, un type d'information que les candidats ont besoin. Les règles de non-discrimination, donc ça, de toute façon, elles sont légales, mais l'annonce sur le web ne fait pas exception à l'annonce presse, entre guillemets, presse ou autre support classique traditionnel. Ce qui est important, et vraiment un élément différenciant, qui était peut-être moins le cas auparavant, c'est de communiquer sur la partie évolution de carrière ou rémunération ou avantages divers du poste et de l'entreprise. Alors ça, j'avoue que beaucoup d'entreprises sont assez vigilantes à cet aspect-là et n'ont pas envie trop de communiquer sur la partie évolution de carrière parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes et puis l'évolution dépendra évidemment du candidat qu'on recrutera par rapport au poste, etc. Mais il faut être en mesure quand même de pouvoir y réfléchir et de savoir si ce poste peut avoir des vocations évolutives, communiquer en
faisant attention sur la communication et peut-être en ne le rendant pas systématique, mais du moins porter une attention particulière, ça peut être important pour pouvoir créer de l'attractivité par rapport à ce poste. L'aspect des rémunérations, c'est toujours un sujet qui est compliqué à parler. C'est compliqué parce que c'est compliqué à gérer également en interne. Communiquer sur une offre d'emploi en mettant le niveau de rémunération, ça peut créer pas mal de problématiques également en interne de l'entreprise, parce que évidemment les salariés peuvent être au courant des rémunérations qui peuvent être communiquées. Bon, donc c'est compliqué, par contre, de communiquer sur les avantages divers, de communiquer sur l'intéressement qui peut être mis en place. Voilà, tout ça, ça peut être également des informations positives sur lesquelles l'entreprise peut jouer. Il faut trouver le ton également. Il faut trouver le ton en lien avec le vocabulaire, avec le type de public, c'est-à-dire avoir un langage technique avec une population de techniciens, c'est cohérent, avoir un langage financier avec des financiers, c'est normal. Enfin, il faut être en mesure de pouvoir trouver le bon ton et le bon vocabulaire. L'annonce classique réseau auparavant, peut-être qu'on pouvait se permettre d'avoir un langage qui était plus formalisé. Par contre, de plus en plus aujourd'hui, les candidats attendent qu'on leur parle. Donc, le fait de vivre l'expérience dont je vous parlais tout à l'heure, ça fait également partie du message qu'on va leur transmettre. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à mettre des images, des vidéos, des témoignages, des liens divers et variés, et de vraiment faire une animation autour de l'emploi. Donc, certaines entreprises font même des petits montages vidéo, des mises en situation de leurs salariés, le fameux, je ne sais pas quel prénom pour Carglass, par exemple, sur lequel on va diffuser sur les grands supports. C'est l'exemple type. Mais aujourd'hui, sur les réseaux et les annonces qu'on peut trouver sur Internet, aujourd'hui répondent à ces critères. Alors, les pages carrières, je passe également rapidement. Je parle notamment sur la partie marque employeur. La page carrière LinkedIn peut être un point intéressant pour justement travailler et creuser sur cette marque employeur. Mais il y a également, et je peux comprendre qu'il y ait d'autres supports et d'autres axes sur lesquels la marque employeur peut être communiquée. Par contre, effectivement, les pages carrières ont beaucoup d'importance. Le fait d'avoir un profil à un moment ou un autre dans lequel on inclut ce qu'on va appeler du contenu riche média, donc c'est-à-dire vraiment du contenu varié, diversifié, tout ça, ça a également de l'importance. Des témoignages d'employés, par exemple, ça peut être intéressant. Tout ça favorise vraiment la stratégie de l'araignée qui va être de tisser cette toile pour pouvoir attirer les profils à soi. Alors, c'est sûr que de mettre une vidéo, on cherche demain une personne qui fait de la maintenance dans l'éolien et on va mettre une vidéo sur la maintenance éolienne et ce n'est pas forcément ça qui va occasionner des candidatures dès le lendemain. Par contre, sur plusieurs mois, voire peut-être sur plusieurs années, ça peut être un moment ou un autre un moyen qui peut permettre de générer des candidatures beaucoup plus sur la durée. Les bonnes pratiques, de manière générale, d'accord ? Rigueur et méthode sont donc de mise pour ne pas s'éparpiller. Je vous parlais tout à l'heure de la diversité des moyens de sourcing. Effectivement, vous pouvez utiliser des moyens de sourcing très diversifiés en fonction des types de profils. Les stratégies peuvent être différentes. Pour autant, les objectifs doivent être clairs. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes moyens de sourcing en fonction du profil et de ce qu'on a pu voir tout à l'heure, de l'attractivité du poste et de la rareté du profil. Naturellement, vous devez, à un moment ou à un autre, diversifier vos moyens de sourcing. Mais l'objectif doit être clair. C'est-à-dire que si vous utilisez tel ou tel moyen de sourcing, vous devez être en mesure, à un moment ou à un autre, de savoir quel objectif vous y attendez. Ça vous permettra, premièrement, le troisième point que je vous indiquais, de mesurer le retour sur investissement. Si à un moment ou à un autre, vous investissez, parce qu'évidemment, le sourcing peut coûter cher en fonction de certains supports, vous devez être en mesure de vous dire quel retour sur investissement j'ai sur ce moyen de sourcing. Trop d'entreprises aujourd'hui investissent sur de la marque employeur, sur la communication, etc., mais n'ont aucun retour à 1 an, à 2 ans, à 3 ans sur les actions qu'ils ont pu entreprendre, les investissements qu'ils ont pu faire. Aujourd'hui, c'est une erreur en matière de recrutement. Pour vraiment optimiser et être en mesure de bien cadrer sa stratégie de sourcing, il faut être en mesure d'avoir le retour sur investissement. Il y a un point qui est également important, notamment sur la communication par rapport au réseau, c'est d'avoir une certaine assiduité. C'est-à-dire, pourquoi pas, dans l'organisation du recruteur, de se figer des plages horaires particulières pour pouvoir communiquer sur les postes à pourvoir ou sur les recrutements. Pour ça, je sais que la vie de l'entreprise n'est pas forcément facile pour cadrer, entre guillemets, des plages pour se concentrer uniquement sur cette mission-là. Par contre, c'est fortement conseillé. Pourquoi ? Parce que quand on est pris dans le tourment quotidien et surtout le recrutement et quand on a une stratégie très active de recrutement, à un moment ou à un autre, un besoin en chasse l'autre et on se dit on devrait le faire et on dit à chaque fois on devrait et on ne le fait pas. Et le fait de se figer des plages s'oblige à une certaine discipline pour pouvoir communiquer sur les réseaux. Donc ça,
Je pense que c'est un conseil qui est assez important quand on veut être présent, du moins quand on veut utiliser ces réseaux-là, il faut pouvoir y être présent. Ne pas être présent pour une entreprise sur les réseaux, ça correspond, entre guillemets, à faire un bon site Internet, simplement, et donc l'utilité peut être contestée. Après, donc, il faut évidemment soigner la communication. Donc ça, je vous avais parlé. Le respect de la vie privée, donc, évidemment, tout ce qui est règles et contraintes juridiques de plus en plus présentes nous forcent de toute façon à le faire. Mais c'est un point qui est également important, hein. Aujourd'hui, si vous partez sur des démarches, par exemple, d'approche directe de candidats, des démarches très pointues, je dirais, plus pointues que le recrutement, entre guillemets, traditionnel, évidemment, le respect de la vie privée, il est principal. C'est-à-dire qu'une entreprise qui ne respecte pas la vie privée de candidats qui sont en poste, par exemple, à l'heure actuelle, risque de se condamner à terme, puisque l'information va très, très vite. Et à partir du moment où un candidat qui est en poste ne croit pas envers son futur employeur ou au recruteur, sur le fait de pouvoir garder la confidentialité de sa candidature, automatiquement, il n'aura pas de confiance et il aura du mal à pouvoir postuler ou à poursuivre le schématique du recrutement. Donc, le respect de la vie privée, il faut être en mesure aussi d'assurer les candidats sur le respect de la vie privée par rapport à ce côté. Et puis soigner son propre profil. Quand on est recruteur, il est également important sur sa propre page LinkedIn, son Facebook si on veut l'utiliser à proprement parler à des visions professionnelles, mais il est important de soigner également son propre profil. C'est important en matière de représentativité. Bon, sur la coordination de la marque employeur, il est important, alors notamment quand on est dans une grande entreprise et quand les opérationnels ont la main mise sur leur propre procédure de recrutement, il est important de se coordonner en interne. C'est-à-dire que la marque employeur, il y a également une notion de cohérence, de stratégie. Donc du coup, il est important, si vous avez plusieurs chefs de service ou si vous avez plusieurs opérationnels qui interviennent sur le processus du recrutement, au moins de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on délivre comme type de message, quels moyens on va utiliser pour avoir une sorte de cohérence de stratégie. Ça, c'est un point important. Voilà ce que je pouvais vous dire. Évidemment, le contrôle de l'e-réputation, et ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors, pour résumer un petit peu, une petite matrice qui peut avoir comme intérêt de vous faire réfléchir aussi sur les différents moyens de sourcing. Donc, vous voyez, j'ai indiqué en haut les différents moyens de sourcing, donc la cooptation, les cabinets de recrutement, les relations écoles, les annonces, l'approche directe, donc la chasse de tête, les CVTech, etc., etc. Et puis, je vous ai mis les différents soit types de problématiques ou types de profils que l'entreprise pouvait rechercher, entre un profil courant un petit peu lambda, ou des profils plus débutants, des profils plus rares, ou des recrutements avec des budgets très restreints. Je sais qu'on est tous restreints par rapport aux contraintes budgétaires, ou des profils internationaux. J'ai essayé, en fonction des différents moyens de communication, de pouvoir vous dire si le moyen était adapté, pas adapté, ou très adapté. Voilà, c'est une petite réflexion. L'idée est simplement de vous dire, ben voilà, demain, je recherche ce type de profil, quel type de moyen de sourcing je peux éventuellement privilégier. Bien évidemment, ce n'est pas inscrit dans le marbre, donc ça peut fortement évoluer en fonction des contraintes et des conditions de votre entreprise, mais c'est une petite fiche réflexe pour pouvoir y penser. Voilà, j'en ai terminé et je suis à votre écoute si vous avez des questions. Merci Frédéric. Est-ce que vous avez des questions à poser à Frédéric par rapport à ce qu'il vient de vous expliquer? Est-ce que vous voulez nous faire partager vos bonnes pratiques au sein de vos entreprises? Comment vous procédez au niveau de vos différents modes de sourcing? N'hésitez pas à intervenir. On vous laisse afficher la caméra et le micro. N'hésitez pas que ça soit interactif. Pascal nous dit diapo page 20, différence entre jaune clair et jaune foncé, Frédéric. Alors, je reviens sur la page 20. La différence, c'est simplement 51,6% qui considèrent comme quoi les débutants sont. Avez-vous déjà été influencé par les informations trouvées sur l'entreprise? Donc, 51,6% des débutants disent que oui, 48,4% disent que non. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, sur les profils experts, on le voit sur les profils experts, on est à quasiment 75%, on est quasiment aux 3/4 des candidats qui sont fortement influencés par rapport aux informations qui ont été collectées par rapport à l'entreprise. Alors, Mélanie, aujourd'hui, les candidats sont très tournés vers les vidéos, peut-être s'orienter sur des annonces vidéo. Oui ou non? Pourquoi pas? Ça peut être très intéressant et des vidéos sous formes diverses et variées, c'est-à-dire on est tous conscients de vidéos métiers qu'on peut trouver sur YouTube ou autres
mais pourquoi pas créer une certaine originalité, ouvrir beaucoup plus son entreprise. Je pense notamment à des profils techniques, hein, quand on recrute des encadrants de proximité. Les encadrants de proximité sont très intéressés par le contexte général de l'entreprise, le type de machine, quand on est dans un contexte industriel, le type de machine, etc. Et pourquoi pas inclure des vidéos en montrant l'intérieur de l'entreprise, enfin, en montrant plus qu'une simple interview dans une salle de pause. Voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Est-ce que certains peuvent nous faire partager de leurs bonnes pratiques actuelles au niveau des modes de sourcing que vous utilisez? Et est-ce que vous rencontrez des difficultés sur certains supports ou en fonction des types de profils que vous recherchez? Aujourd'hui, en termes de support, dire est-ce qu'il y a un support qui est plus adapté par rapport à un autre? Non, il n'y en a pas. C'est-à-dire que clairement, tout dépend, c'est une recherche multicritère, hein, comme d'habitude. C'est-à-dire que ça dépend de plusieurs aspects, de la rareté du profil, de sa capacité, entre guillemets, à être présent ou non sur le support en question. Mais vous dire est-ce que Cadre Emploi est plus efficace que EstJob, qui est plus efficace que Vitijob, si on est dans les métiers de l'agriculture? Non, il n'y a aucun support qui est plus approprié qu'un autre. Ce qu'il faut voir, par contre, et ça c'est quand même relativement important, c'est que tous ces supports médias font des statistiques. Et les statistiques sont très importantes à prendre en considération. Et si demain, vous avez une logique de vous dire, je veux être présent sur les différents supports médias classiques, les cadres emploi, cadres online, quel job, Stepstone, Monster, etc., etc., ce qui est important, c'est auprès de vos éditeurs de leur demander les retours par rapport à ça, de leur demander des vrais retours. Parce que souvent, les plateformes, hein, les job boards, comme on les appelle, ont tendance à communiquer sur des avantages commerciaux. C'est-à-dire de vous dire, voilà, cadre emploi, on draine 70 000 profils à la semaine, etc. D'accord. Mais quand vous rentrez dans le détail de ces 70 000 profils, vous apercevez qu'ils sont essentiellement parisiens, à 90%, et que les profils locaux, par contre, ont beaucoup moins pignon sur eux. Donc, ce qui est important, c'est réellement par rapport aux moyens que vous allez utiliser, c'est soit du commercial que vous avez en contact, soit une plateforme diverse et variée, c'est de prendre les renseignements par rapport à ça et d'avoir des statistiques qui sont claires et qui sont beaucoup plus limpides. Parce que sinon, ça reste des statistiques qui sont des statistiques commerciales et qui, malheureusement, à un moment ou à un autre, vous influencent, mais vous n'aurez peut-être pas le retour escompté. Pascal demande s'il y a une évolution des besoins du territoire depuis le Covid. C'est encore un peu tôt pour le voir à l'heure actuelle. Pas mal de gens établissent. Qu'est-ce qu'on peut ressentir? C'est encore un petit peu tôt, mais je pense que ça va profondément transformer les choses par rapport à la digitalisation, c'est-à-dire notamment sur le processus du recrutement, de proposer la digitalisation des entretiens. Mais on commençait déjà un peu avant Covid à l'avoir. Les plateformes ont fait un grand boom. Les plateformes comme Teams ou autres ont fait des grands booms pendant les périodes. Mais avant, c'était déjà le cas. On commençait déjà. Les candidats, surtout quand ils viennent d'autres départements, ont de plus en plus de difficultés pour se déplacer ou veulent de moins en moins se déplacer. Et donc, les plateformes étaient de plus en plus utilisées. Donc, en matière de recrutement, je pense que les plateformes, déjà, ça vont influencer et vont peut-être changer un petit peu le modèle de recrutement. Après, sur les profils et sur les habitudes de recrutement, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un attentisme général. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur un attentisme des candidats qui attendent de voir, parce que surtout les candidats qui sont en poste à l'heure actuelle, comme on est un attentisme un petit peu des entreprises, hein, sur lequel, je dirais, chacun un petit peu de son côté et attend. On ne sait pas, on est une sorte d'incertitude flottante. Donc, est-ce que c'est une tendance qui va se concrétiser? Je ne l'espère pas. Je ne le pense pas parce qu'on passera ce cap. Par contre, c'est une tendance qui risque de nous suivre sur les mois, voire les semestres à venir. Et est-ce que tu penses que les candidats vont avoir un autre regard justement sur ces modes de recrutement par rapport à la période qu'on vient de traverser? L'irréputation sera encore plus importante. C'est-à-dire que le candidat prendra de plus en plus de précautions, surtout le candidat qui est en poste, étant donné qu'il sera moins confiant, il prendra de plus en plus de renseignements, etc., pour s'assurer si l'entreprise ne risque pas de faire un plan ou ne risque pas d'avoir une réorganisation particulière. Enfin, quoi que ce soit,
je pense qu'il faudra faire de plus en plus attention sur les réputations et sur les informations qu'on pourra donner sur l'entreprise. Oui. D'accord. On a une question, M. Pichancourt. Que pensez-vous de l'action de compétence 3 qui s'est substituée à la PEC? Toutes les actions sont bonnes à prendre. On est sur des petits territoires. Donc, les actions de compétence 3, elles peuvent être très efficaces. Sachant qu'en plus, de ce que je peux en comprendre, c'est un mode de fonctionnement en groupe sur lequel ils sont assez actifs en plus sur les différents réseaux. Non, je trouve que c'est une action qui est très intéressante. Et puis, il faut bien considérer comme quoi la PEC, aujourd'hui, n'ont qu'une permanence. Hein. Donc, il n'y a pas une forte présence de la PEC. Donc, je trouve que l'action de compétence 3, elle intervient vraiment en complémentarité, voire même peut-être même en remplacement de certaines actions que pouvait faire la PEC auparavant. Est-ce que vous avez d'autres questions, interrogations, partages? Madame Sanchez, nous avons testé les entretiens. Il y a Teams pour la recherche de nos futurs alternants, mais pour les recrutements en CDI, les managers sont très réticents. Comment lever ces freins? Alors, les habitudes de recrutement, il est vrai que l'opérationnel, lui, va travailler au quotidien avec le candidat, donc il a envie d'avoir ce rapport physique et il a envie d'être en mesure de. Je pense qu'il ne faut pas le frustrer, l'opérationnel. C'est-à-dire qu'il faut peut-être presque même fonctionner en deux temps. C'est-à-dire l'encourager à faire l'entretien en visio, en lui disant c'est un premier contact, un peu comme un entretien téléphonique amélioré, entre guillemets, mais de toujours peut-être avoir, et là dans ces cas-là vraiment avec un nombre beaucoup plus restreint de candidats et peut-être qu'en phase de contractualisation finale, à garder quand même cet entretien physique après à la fin. Je pense qu'il est pas mal peut-être de faire deux entretiens. Un entretien peut-être plus standard, qui réunit peut-être plus d'opérationnels, d'accord, ou plus de personnes intermédiaires par rapport au recrutement, mais dans un deuxième temps, d'intervenir également avec cet entretien physique, puisque l'opérationnel a besoin de cet entretien physique. Aujourd'hui, la mentalité n'est pas encore trop changée, mais elle changera. L'habitude et le fonctionnement va changer vraiment dans les années à venir. Ne serait-ce que déjà de faire des conduites de réunion par Teams internes, alors qu'on est des fois dans le bureau d'à côté. Plus on va populariser ces méthodes-là, plus on l'appliquera, y compris en matière de recrutement. Alors, si je peux me permettre, c'est vrai que pour les candidats, à l'inverse, c'est très bien perçu. Pour avoir refait des points avec eux après les entretiens à distance, eux sont très à l'aise avec ces modes de fonctionnement. Bon, nos managers, quand ils sont jeunes, s'adaptent facilement. Ceux qui ont un petit peu plus d'ancienneté dans le métier, c'est vrai que ça a été compliqué, mais ils ont testé, je me dis, c'est un bon moyen pour justement les faire changer. En CDI, chez nous, on recrute à très long terme et c'est là où l'exercice devient compliqué parce qu'ils ont toujours peur. Oui, mais si je ne le vois pas, on ne peut pas le tester. Et là, c'est plus compliqué de lever les freins. Mais je suis d'accord avec vous, aller en deux étapes peut être aussi très intéressant. Merci. Ça peut être une solution. Et puis, ce qui est important aussi, votre opérationnel, il est toujours pressé par le temps. Donc, je pense qu'il faut que vous communiquiez là-dessus en disant un Skype ou un Teams ou autre chose, ça peut lui permettre de gagner du temps. C'est vrai, à un moment ou à un autre, on s'en aperçoit. Hein, nous, on l'a vu, tous nos recruteurs étaient en visio uniquement pendant la période de confinement et on s'aperçoit qu'on a fortement diminué le temps d'entretien, etc. Donc, l'opérationnel peut être séduit éventuellement par cet argument, en disant, dans un premier temps, ce n'est pas l'unique contact, mais dans un premier temps, ça peut vous permettre de gagner du temps. Mélanie, vous vouliez poser une question en direct, allez-y, pas de souci. Oui, merci. Oui, en fait, je voulais juste savoir ce que vous avez dit au début de la présentation, que les candidats aujourd'hui cherchaient la rapidité au niveau des recrutements. Simplement, aujourd'hui, en fait, on a quand même des besoins quelquefois de faire des vérifications sur leurs compétences, etc. Et je me demande comment est-ce qu'on peut allier, du coup, le recrutement rapide tout en ayant cette partie compétences à analyser quand même. Alors, bien sûr, quand on a des plaquistes ou des peintres à analyser, c'est facile, on les fait venir une journée, on regarde comment ils travaillent, mais quand on parle plutôt, je pense, à des conseillers commerciaux, où là, il faut quand même qu'ils aient une formation en amont sur les produits qu'ils vont vendre ou des choses comme ça. Comment est-ce qu'on peut finalement faire un recrutement rapide alors qu'on a besoin d'analyser des choses avant leur prise de poste quand même? Alors, en fait, et on ne peut pas les tester. Excusez-moi. Alors, en fait, ce qui est important en matière de recrutement, c'est
par rapport au délai, je parle notamment, c'est le délai entre le moment où le candidat va envoyer sa candidature, le moment où il va être rencontré par l'entreprise et le moment où il va avoir sa décision. Vous voyez, ça se passe un peu en 3 temps. Donc, c'est-à-dire que à partir du moment où il envoie sa candidature, le candidat attend d'avoir une réponse rapidement. Généralement, dans les 10 jours qui suivent l'envoi de sa candidature, il attend d'avoir une réponse. C'est entre guillemets un délai à peu près moyen. Il faut déjà être en mesure de pouvoir lui apporter une réponse, qu'elle soit positive, négative ou autre chose, un délai qui peut être de 15 jours maximum, en gros, par rapport à ce côté-là. Après, si le candidat peut vous intéresser, effectivement, le but, c'est qu'il puisse être rencontré, mais une fois que la rencontre est occasionnée, d'accord, le candidat n'attend plus des mois et des mois pour avoir une réponse par rapport à ce côté-là, comme certaines entreprises pouvaient le faire. Elles multipliaient le nombre d'entretiens, d'accord, elles faisaient 2, 3, 4, 5 entretiens avec divers opérationnels, et ce qui faisait que ça prolongeait le délai profond du recrutement. Ce qu'on s'aperçoit de plus en plus aujourd'hui, c'est que les candidats ne supportent plus les entretiens à rallonge, sans dire à 3, 4, 5, 6, 7 entretiens par rapport à ce côté-là. Donc, c'est plutôt pour ça, raccourcir le temps par rapport c'est plutôt alléger la procédure de recrutement, peut-être utiliser les réseaux à distance pour pouvoir regrouper les différents opérationnels pour pouvoir faire des entretiens groupés, par exemple. Ça peut être aussi une idée pour comprimer les délais en matière de recrutement et surtout se dire, à partir du moment où on rencontre le candidat, il faut être en mesure, si le candidat vous intéresse, à quand même vous engager à apporter une réponse assez rapidement. Parce qu'en plus, si le candidat il est bon, il sera sur plusieurs propositions. Et donc, il pourrait être séduit par une autre proposition. Alors maintenant, comment on peut associer le temps et la recherche? J'aurais tendance à dire multiplier les outils pour pouvoir récupérer les informations en parallèle, les contrôles de référence, les recherches d'informations sur les réseaux sociaux. Les réseaux nous permettent d'avoir pas mal d'informations sur les candidats. Une simple recherche Google, LinkedIn, Facebook ou autres. On a des candidats qui nous permettent qui échangent pas mal d'informations par rapport à ça. Donc, c'est aussi un gain. Les contrôles de référence, ça peut être assez rapide de pouvoir faire un contrôle de référence. Faire passer des tests en parallèle, on peut très bien être en mesure de faire passer des tests, mais par contre, il faut être en mesure de faire passer des tests en parallèle de la procédure de recrutement. C'est-à-dire, c'est de se dire, une fois que j'ai rencontré le candidat, s'il m'intéresse et si je veux aller plus loin dans l'année de sa candidature, c'est pas le faire attendre 3 semaines ou un mois et demi avant de lui faire passer des tests. Il faut vraiment que ça puisse être dicté dans un certain rythme. Après, je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, en fait, on est un petit peu comme les candidats. Quand on recrute, on se dit, ouais, il est bien, mais est-ce que je peux pas avoir mieux? Mais en même temps, j'ai pas envie de le laisser filer. Donc, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une technique de mise en attente du candidat pour voir si on a mieux qui sorti ou si on va finalement, si c'est pas lui le meilleur. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué aujourd'hui à gérer. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, et ça, c'est un problème au niveau des entreprises qui est la volonté d'avoir mieux. Mais comme nous, en tant que consommateurs, on veut toujours avoir mieux, on veut toujours avoir plus. On a un ordinateur, on veut avoir le meilleur ordinateur au moindre coût. C'est toujours le même principe par rapport à ça. Le problème en matière de recrutement, c'est qu'il faut revenir sur quelque chose, des éléments qui sont plus factuels. Parce que en matière de recrutement, évidemment, c'est sur de l'humain. Donc, du coup, on peut toujours trouver quelqu'un qui fait mieux. Toujours. Quelqu'un qui a le plus de ceci, qui a le plus de cela, ou qui renvoie une image qui pourrait être plus positive par rapport à ça. L'important, c'est de regrouper vos opérationnels autour d'un vrai cahier des charges. C'est-à-dire être clair sur le cahier des charges, sur ce que vous allez recruter. C'est de factualiser votre recrutement. Ça, c'est un point qui est très important. C'est-à-dire que tout le monde doit se mettre d'accord sur le type de profil qu'on recherche. Et après, le profil recherché, on le compare avec ce profil. Et en gros, on fait presque une notation en disant, ben voilà, on a identifié une quinzaine de points que le candidat doit avoir. On a ce candidat-là. Est-ce qu'il correspond à la checklist? Est-ce qu'on peut checklister les 15 points au niveau de cette candidature et quelle note il peut avoir? Il faut être en mesure vraiment de factualiser les choses. Le côté subjectif du recrutement, il a toujours son importance et je ne vais pas vous dire le contraire. C'est notre quotidien, bien évidemment, par rapport à ça. Mais il faut essayer de le limiter au maximum. Pourquoi? Parce que plus en fait vous êtes d'opérationnels autour de la table à décider en matière de recrutement, tout le monde aura son avis. Tout le monde va vouloir, et puis lui, il est trop cela, et puis lui, il est pas assez cela, et puis lui, je voudrais qu'il soit plus cela. Donc, le fait de factualiser les choses va vous permettre également de faciliter le choix par rapport au candidat. Donc, le fait, la stratégie de se dire, on pourrait avoir mieux, oui et non. Oui, effectivement, et de toute façon, c'est inconscient. Tous les recruteurs vont avoir en tête le fait de pouvoir avoir mieux. Le fait de dire que le candidat, il est adapté au poste ou il n'est pas adapté au poste, je pense que c'est la meilleure réflexion à avoir. C'est de vraiment bien cadrer son poste, de bien cadrer ce qu'on a envie réellement par rapport à ça, et de savoir si le candidat, il répond par rapport à ce qu'on a envie. Et pas de le comparer, et pas de les comparer les uns par rapport aux autres. D'accord, merci.
Oui, pour poursuivre, oui, Pascal Varnier à l'appareil, ce que disait Frédéric, et pour aller dans ce sens-là, je crois qu'à force d'avoir cherché des moutons à 5 pattes, l'entreprise s'est privée de candidats évolutifs avec du potentiel. Et que quand on parle recrutement, il faut aussi penser en même temps intégration, et que l'un ne va pas sans l'autre. Et que vouloir absolument la personne qui est le clone de celui qui est parti ou qui va savoir faire encore mieux que ceux qui sont déjà là, c'est finalement une illusion qui conduit à ce que bon nombre de personnes avec de très bons profils aient du mal à trouver du travail, et des sociétés qui ont des vrais besoins de personnel finalement ont du mal à franchir le pas de prendre un candidat avec un potentiel évolutif. Et je pense que si on veut faire évoluer ces situations-là, il y a quelque chose de plus global à examiner, justement pour inciter les managers à prendre quelqu'un qu'ils vont former, qu'ils vont accompagner, et qui finalement va permettre d'être gagnant-gagnant et d'aller beaucoup plus vite. Oui, vous avez tout à fait raison, hein. Le profil, le mouton à 5 pattes, on rencontre des fois des entreprises qui disent que ça fait 4 ans ou 5 ans qu'on cherche ce profil-là. Enfin, aujourd'hui, il faut être en mesure de pouvoir y adapter et prendre en considération le développement humain. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont des potentiels, qui n'ont pas forcément, qui répondent pas forcément à tous les critères, mais qui pourraient avoir le potentiel pour. Donc, et ça, ce sera évidemment une problématique à intégrer dans les années à venir. C'est-à-dire, comme les profils seront de plus en plus rares et les clones de plus en plus difficiles à trouver, il faudra changer son mode de fonctionnement par rapport à ça. D'autres questions ou on arrête là? Dans tous les cas, vous avez le contact de Frédéric, hein, donc s'il vous reste des interrogations ou des conseils, n'hésitez pas à reprendre contact avec lui. Merci à tout le monde, en tout cas, pour votre présence. Un grand merci, Frédéric, pour ton intervention et tes conseils précieux. Je pense que tout le monde s'y retrouve. Merci à vous tous pour votre attention. Journée. Une très bonne journée à tout le monde et à très bientôt. On vous envoie le support et puis le lien replay, comme d'habitude. Très bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.